Lady vous écoute, vous retrouve après votre fête de Noël. Nous espérons que vous en avez passé une bien bonne et que le Père Noël a été aussi gentil que vous-même pendant l'année qui va se terminer. Aujourd'hui, nous parlons de choses sérieuses car les fêtes n'empêchent pas de garder le Nord, de ne pas perdre le Sud. Nous parlons d'emploi et puis nous faisons ce comparatif entre les femmes et les hommes. On sait très bien que ça n'est pas toujours pareil. C'est un défi permanent. Certains messieurs nous disent que oh là, ça ne change rien. C'est de cela que nous parlons pendant ces 52 minutes. Merci de rester avec nous. Vous avez notre numéro de téléphone et notre adresse Internet pour participer de là où vous êtes, puisque vous êtes certainement en vacances, à notre programme du jour. Nous allons commencer par nos invités. Fatou Goufadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère à l'emploi et d'emploi, vous savez ce que c'est. Merci de revenir sur notre plateau. Vous étiez déjà là il y a quelques éditions, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. À vos côtés, Maguette Dionne. Bonjour Maguette. Bonjour. Chef d'entreprise, mannequin, hein, cela ne gâche rien. Merci à vous pour votre présence sur notre plateau. Et à ma gauche, l'homme tout en rouge, Ousmane Zaré, bonjour. Bonjour. Vous étiez, il y a 2-3 ans, déjà venu pour un tout autre aspect, notamment dans nos vendredis santé. Et aujourd'hui, c'est votre casquette d'artiste engagé que vous avez laissée à la maison qui vous amène. Qui m'amène, oui. Et à vos côtés, Yacouba Diomandé, bonjour. Bonjour. Jeune entrepreneur, jeune un jour, jeune toujours. Jeune toujours. Merci à tous les quatre. Nous allons parler d'emploi. Alors, il y a ces jeunes d'origine africaine qui sont en France ou en Europe et qui parfois relèvent le défi et veulent aller dans leur pays d'origine ou sur le continent africain se trouver un emploi ou alors se déployer professionnellement. Il y a ceux qui sont sur le continent dont on ne parle que peu, à mon avis, et qui viennent en France, en Europe, pour, comme on dit, se chercher. Parfois, ils ne se trouvent pas. Et à mi-chemin entre ces deux parenthèses, nous allons parler tout simplement du parcours des hommes, des femmes. Je voudrais revenir sur le vôtre, Maguette Dionne. Quand on est mannequin et qu'on devient chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous donne envie de passer de l'un à l'autre? Alors, ce qui m'avait donné le plus envie, c'était que le mannequinat ne me permettait pas de vraiment gagner ma vie. Oui. En plus, puisque j'ai un côté créatrice, artiste, tout ce qui va avec, j'ai voulu en fait me lancer dans des projets et puis rester dans un truc qui va me permettre en fait de gagner ma vie. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être mannequin? Commençons par là peut-être. Alors, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu défiler, j'ai toujours adoré défiler dans des podiums ou être vue, tout simplement. Et puis, c'est ce qui m'a vraiment permis, en fait, de me lancer dans ce domaine. Oui. Quand vous dites être vue, qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on défile sur un podium, c'est pas... On défile pas pour se cacher, en fait. On défile pour être vu, pour montrer les belles choses qu'on porte, pour montrer aussi notre côté féminine, notre... Voilà, quoi, pour montrer des belles choses. Oui. Ouais, donc, c'est ce qui m'a attirée, en fait, dans ce milieu. Oui. Et vous saviez déjà, avant que de vous lancer dans ce métier-là, car c'est un vrai métier, que vous n'alliez pas forcément pouvoir joindre les deux bouts? Non, pas forcément. Vous l'avez découvert pendant? Oui, pendant, oui. Alors, parlez-nous de votre entreprise. En fait, j'ai créé une entreprise d'événementiel qui s'appelle Mac Art and Fashion Events. Et puis, c'est une entreprise qui vient de naître, donc qui n'a pas encore beaucoup de moyens et qui n'est pas encore très connue. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire, les téléspectateurs, que j'organise mon premier événement qui s'appelle le cocktail Revisité privée, accompagné d'un concert et d'un défilé de mode qui sera organisé au métro Galliani, sur la ligne 3, le 7 février. Et les entrées seront à 65 €. Donc, quand vous dites au métro Gallieni, dans le métro? Non, c'est pas dans le métro. Alors, il faut donner l'adresse. Mais sauf qu'en fait, il faudra nous appeler pour réserver. Après, car c'est privé. Oui, c'est privé, c'est quelque chose de privé. Et puis,
On va garder le suspense, on va livrer les informations au fur et à mesure pendant cette émission. Alors, voilà un parcours de femme. Je dois rappeler que vous êtes du Sénégal, c'est bien cela. Oui, oui. Vous êtes du Sénégal. Vous savez qu'il y a des jeunes de votre âge, des garçons, des filles, qui eux sont au Sénégal justement et ont envie de venir en Europe. On va parler de cela aussi. Quelqu'un qui a fait le chemin dans le sens, alors je ne sais plus très bien dans quel sens, c'est vrai Yacouba, vous êtes, vous, de la Côte d'Ivoire, c'est bien cela. Ça. Vous vivez en France Oui. et pendant quelque temps, vous avez décidé d'aller au Mali, D'aller d'aller visiter le Mali, tenter une aventure professionnelle là-bas. Oui. Bah alors, enfin, faut juste repréciser que effectivement, je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis venu très tôt rejoindre les parents. Oui. Mon père, lui, était parti. Et donc, depuis 6 ans, je suis en France. Donc, en définitive, comme je le dis souvent, je suis un Ivoirien de France. Ça, à la bonne heure. Faut l'avoir en tête, en fait, parce que Oui. ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça change? Au regard de mon aventure malienne. Ben, ça change la perception des choses, en fait. Hein. Oui. Et il faut pas... À aucun moment, il faut mettre de côté que le fait d'avoir eu l'éducation, l'école de la République, ça crée des, comment dirais-je, des réflexes. Des réflexes, des façons de penser, de percevoir les choses. Et puis le cadre dans lequel on évolue ici, en Europe, ou plus généralement, oui, vraiment en Europe, eh ben, ça modifie la perception des choses par rapport à quelqu'un qui est du continent, comme vous le disiez tout à l'heure, un Malien, un Ivoirien, un Sénégalais. Et je me suis confronté à ça. J'ai été expérimenté différents points de vue. Bon, Ousmane Zaré, alors l'Afrique, vous la connaissez, elle vous connaît bien, la France aussi. À ce stade-ci de la conversation, quel est le regard que vous portez sur la thématique que nous proposons? Bah, le regard que moi je porte, c'est surtout, j'admire beaucoup ceux qui sont ici et qui cherchent justement à faire un retour aux sources et de pouvoir créer des emplois pour déjà ceux qui sont là-bas. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on évitera justement ceux qui ont envie de venir ici et qui n'ont pas les bagages nécessaires pour. Parce que moi j'ai toujours estimé que, et ça je l'ai découvert moi-même quand je suis arrivé ici, c'est-à-dire que... D'où êtes-vous arrivé? Moi je suis du Burkina Faso. Oui. Donc je me suis rendu compte effectivement qu'il aurait fallu que j'ai un peu plus de bagages par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Normalement, c'est 2 pièces de 23 kilos chacun. Hein, quel bagage voilà. Mais je pense que, ouais, mais c'est des bagages de kilos dans la tête, c'est pas physiquement. Et cela, on ne les pèse pas à l'aéroport. Voilà, donc comme ça, au moins, on arrive à passer sans problème. La douane... Alors, revenons donc sur le contenu de ces bagages. Justement, le contenu de ces bagages, c'est surtout être intellectuellement bien. Ça nous évite en fait de nous retrouver à faire des boulots difficiles, Oui. Voilà, de ne pas trop souvent comprendre comment est-ce que, bon voilà, on arrive un jour à se dire qu'il faut reconstruire autrement au pays, pas seulement aller construire des châteaux ou des villas, mais monter des entreprises, créer des emplois, parce que notre expérience ici nous amène forcément à se poser la question, est-ce que ça en valait vraiment la peine d'être ici ou pas. Et aujourd'hui, avec du recul, que diriez-vous? Voilà, par moment, moi je dirais ça en valait la peine parce que j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je réside ici, mais au départ, en fait, je faisais les allers-retours. Et déjà, avec ça, j'arrivais à repartir avec beaucoup d'expériences que justement, j'essaie de partager avec ceux de là-bas. Lorsque vous partiez du Burkina Faso, que vous disiez, que vouliez-vous venir faire en France? Est-ce que c'était la France qui était votre destination à ce moment-là? La France n'a jamais été ma destination. La France est devenue ma destination par destin ou par chance, je dirais, par opportunité. Ouais. Parce que moi, en premier lieu, c'était les États-Unis. Et donc après, je me suis dit, OK, l'Europe, les États-Unis, je veux juste faire ma musique, faire ce que je sais faire de mieux, la danse. Et donc, je suis ex-danseur hip-hop. Il n'y a pas de ex, on va vous mettre sur scène tout à l'heure. Donc, en fait, voilà. Et donc, je me suis mis à la musique, j'ai arrêté la danse. Oui. Et quelques années plus tard, la danse m'a rattrapé. Et j'ai été repéré par un chorégraphe français donc, qui m'a proposé de venir travailler avec lui ici. Et donc, on a fait 2 créations. Et c'est suite à ces créations-là que je faisais les allers-retours. Donc, je venais en tournée et je repartais en Afrique, d'où j'avais aussi créé une association culturelle où je donnais des cours de danse et aussi un soutien au niveau artistique, au niveau de ceux qui voulaient faire du rap. Et par la suite, j'ai rencontré une association de lutte contre le VIH. Et donc, j'ai travaillé pendant un bon bout de temps avec eux, bénévolement, en tant que coordinateur d'activité. C'est dans ce cadre-là que nous vous avions reçu. Dans ce cadre-là qu'ils m'ont fait un contrat de travail en me proposant justement, si je voulais rester vivre en France, travailler pour eux. Et j'ai dit oui.
finalement, Donc, la période de finalement, transit, c'est plutôt bien terminé. C'est bien terminé, ouais. Madame la conseillère à l'emploi, voilà donc ce qui vient d'être dit. Avant que de parler du profil de nos invités, j'aimerais bien qu'on revienne sur le vôtre. Vous êtes, vous, originaire du Mali, vous vivez en France, vous y êtes né, je pense bien. Alors, tout à fait. Oui. Donc, moi, je suis franco-malienne, hein, Oui. comme j'aime à le dire. Je suis née en France, de parents d'origine malienne. Voilà. Je connais mon pays d'origine, car on a fait beaucoup d'allers-retours en vacances, hein, uniquement, pas pour aller vivre. Et voilà, donc moi aujourd'hui je suis conseillère à l'emploi. Nous allons partir à tour écouter monsieur au téléphone avant de revenir à vous. Fatou, bonjour. Bonjour Lydie, bonne année à toutes les personnes qui sont sur votre plateau. Merci. Bonne année à vous. Ouais, de bonnes choses. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites par rapport aux jeunes qui sont là-bas. Parce que, comme je vous ai déjà dit l'autre fois, c'est que l'Africain aura de la valeur à travers le monde que si ces Africains qui ont le moyen travaillent au pays, investissent au pays, dans leur pays d'origine. Moi, je suis un afro-optimiste. Je ne suis pas pessimiste du tout, peu importe ce qui se passe en Centrafrique, au Soudan actuellement. Mais je crois que l'Afrique, on va s'en sortir. Toutes les guerres là, ça va finir. Donc, comment ça va finir? Quand tous les Africains vont avoir la conscience que notre avenir ne se trouve qu'en Afrique. Peu importe si vous roulez en BM, en cravate, tout ça en Europe, tout ça, ça n'a de la valeur que si nous construisons l'Afrique par des petits moyens, en se donnant la main dans la main, comme vous dites sur le plateau. Je suis d'accord avec vous, en faisant tout pour que la prochaine immigration, les gens vont venir chez nous en Afrique. Mais c'est le jeune, par la formation de jeunes, et cette valeur va faire que le monde, vous allez voir, mesdames et messieurs, le monde va bouger parce que l'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot. Et bonne année à tout le monde. On se reverra dans les années 2030 si on est encore vivant. Je vous remercie. Pour ma part, j'ai l'intention d'être encore là dans 60 ans. Bon, alors, merci pour votre point de vue, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui déjà avant d'aller de l'avant? Je suis d'accord avec lui quand il dit que l'Afrique est l'avenir. J'en suis persuadée. Hein. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Alors, ce qui me donne cette certitude, c'est que c'est un continent où il y a vraiment tout à construire, en fait. Tout est à faire. Je prends l'exemple Oui. de plusieurs personnes que je connais qui ont voulu s'installer là-bas et pour qui ça a plus ou moins marché. On sait que ça marche. Après, c'est comprendre, quand on a vécu en Europe ou dans les pays occidentaux, c'est de comprendre comment ils vivent là-bas. Donc c'est dur quand nous, on est dans des process, dans des règles, et que là-bas, c'est, on va dire, un peu l'anarchie. Et c'est pour ça que je dis que tout est à construire, en fait. Je sens que le téléphone va sonner. Alors, quand vous dites, en France, vous dites « je suis franco-malienne », c'est important pour vous de dire franco-malienne? C'est important pour moi parce que Oui. moi, comme je l'ai dit, hein, je suis née française, j'ai une carte d'identité nationale française, comme j'ai aussi une carte d'identité nationale malienne. Hein. Oui. Mais à aujourd'hui, est-ce que là, tout de suite, je suis prête à aller m'installer au Mali et à abandonner complètement la France? Non. Qu'est-ce qui vous retiendrait? Qu'est-ce qui me retiendrait? C'est que le pays que je connais quotidiennement, c'est la France. Le pays où je travaille, où j'ai fait mes études, où je me suis construite, c'est la France. Mais quand on voit bien comment l'Afrique se déplace pour venir en Occident, cette question n'est pas prise en compte. On peut être né au nord et aller vivre au sud, pourtant. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que j'irai jamais vivre là-bas. Je Oui. dis juste que pour l'instant, je ne me vois pas aller vivre là-bas tout de suite dans l'immédiat, sans plusieurs garanties. Et ces garanties-là, c'est la France qui m'a permis de les avoir. De les Donc, avoir. On va parler des garanties. Nous partons à Choisy-le-Roi. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour, monsieur. Oui, en fait, je suis Monsieur Brice. J'ai eu à vous appeler il y a quelques années, mais bon, je ne le faisais plus depuis. Et là, en fait, je vous appelle aujourd'hui pour intervenir sur le sujet en question. Moi, mon cas est le suivant. Je suis aussi, on va dire, un Africain de France. Je suis né, en fait, à Bordeaux. Et lorsque mes parents étaient étudiants, et par la suite, lorsqu'ils ont fini leurs études, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire.
Et j'ai quand même pu voir quelles ont été leurs expériences respectives, justement en essayant de faire, pour faire avancer les choses, comme on dit. Et ça a toujours été très compliqué, parce qu'il y a une question de mentalité. Il faut reconnaître que l'Africain, lorsque il voit une autre personne qui, on va dire, a fait ses études en France, qui revient, qui essaye de construire des choses sur place, c'est toujours très compliqué. Il faut dire que c'est une question de mentalité. Voilà. Et le problème, il s'est posé à une époque, il se pose encore aujourd'hui. Il y a des personnes que moi je connais qui sont reparties en Afrique, qui ont essayé de construire des choses et qui 2 ans après sont revenues en France. Tout simplement parce que elles se sont confrontées à des choses qui justement ne leur ont pas permis de pouvoir avancer. Voilà. Donc, il est bien beau de tenir des discours et tout, de dire l'avenir c'est l'Afrique et tout, mais je crois que à un moment donné, il faut s'asseoir, se regarder dans les yeux et de dire que nous sommes africains certes, nous sommes des êtres humains avant tout, et que la bêtise, elle est partout. Voilà, et qu'il faut qu'on se dise que c'est pas parce qu'on est africain qu'on a la science infuse et qu'on est capable de transcender certaines choses. Il faut simplement se dire que on doit s'améliorer, on doit avancer. Moi, je considère que parfois, c'est une attitude très condescendante que de dire, nous les Africains qui avons vécu en Europe, nous allons apporter des choses en Afrique. Parce que ça fait une chose, ils ne nous attendent pas pour évoluer, pour se développer. Merci Brice. Alors manifestement, vous avez beaucoup de choses à nous faire partager. Venez nous rendre visite sur le plateau. Lady vous écoute @telesud.com. Ravi de vous avoir au téléphone à nouveau. Alors mesdames, nous étions partis quand même sur un parallèle femme ou homme. Est-ce que tout cela est vécu de manière identique? Parce que se lever de l'Afrique ou de l'Europe pour partir dans le sens contraire, il faut boucler sa valise avec ou sans pièces détachées. Partir, c'est partir. Comment est-ce que les choses s'articulent déjà? Et en outre, comment concilie-t-on avec cela avec tout ce qui a été décrit? J'ai entendu dire qu'il y a un peu d'anarchie sur le continent. J'ai entendu monsieur au téléphone dire que c'est une question de mentalité. C'est cadeau pour vous, vous qui avez fait l'aller-retour. Vous retrouvez-vous dans ce que me dit monsieur au téléphone? Je vais revenir sur le mot anarchie. Je pense que informel serait peut-être plus approprié pour dire qu'en définitive, c'est un peu la méthode Coué, c'est l'huile de coude et c'est beaucoup d'intelligence et comment dire ça? Bon, il y a une espèce de... C'est un parent malien qui m'expliquait ça. Il me disait, vous en Europe, vous vous croyez malin, mais nous ici en Afrique, là où on est, là où je suis assis, je sais que je suis plus malin que toi. Donc va, tourne, j'ai déjà la réponse à ton problème. Et alors, il avait raison, non? Je comprends ce que Brice dit. Je comprends ce que Brice dit et peut-être que son expérience a été remplie de pas mal d'obstacles comme a été la mienne. Je suis revenu non pas parce que c'était un échec, je suis revenu parce que j'ai été confronté effectivement à une différence de mentalité. Quand je vous disais tout à l'heure que le fait qu'on ait fait des études ou qu'on ait évolué en Europe, on a une perception différente des choses. Ne serait-ce même que le cadre, l'organisation, l'anticipation ou alors planifier. Voilà, mais alors, bon, on va prendre la parole. Je ne parle pas de tous les niveaux, bien évidemment, parce que il faut bien comprendre, et je vais encore appuyer sur ce que Brice dit, c'est aussi comment en Europe ou pas d'ailleurs, il y a différents niveaux et ça dépend du milieu dans lequel on évolue. Nous partons à Villeneuve-la-Garenne, bonjour. Bonjour Lady. Bonjour monsieur. Oui, c'est Noël, c'est Seigneur. Bonjour Noël. Je voudrais profiter. Bonjour, joyeux Noël. Oui, je voulais te dire bonne heureuse année et puis bonne heureuse année aussi à tous les frères qui sont sur le plateau. Merci. Et je voudrais m'adresser à la jeune sœur franco-malienne pour dire que en Afrique, il y a des règles, il y a la constitution et il suffit que les dirigeants permettent à leurs collaborateurs de faire appliquer ces règles-là. Voilà, c'est tout. Et sinon, l'Afrique, c'est pas la jungle. Et je comprends que, faire les allers-retours ne fait pas d'elle une personne qui connaît véritablement l'Afrique. Mais nous comptons sur elle et sur l'ensemble de vos invités. Et puis, profiter de l'occasion pour dire que la France, par exemple, c'est une école. C'est une école, il faut tout apprendre et puis mettre au service de l'Afrique cette connaissance-là. Mais il ne faut pas dire je ne suis pas prête à y aller parce que c'est l'anarchie. C'est vous qui pouvez faire appliquer ces lois-là. Vu que ici nous sommes dans un pays de droit et vous pouvez être
être l'ambassadrice de cette formation que vous avez reçue afin de mettre au service de votre Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je leur souhaite beaucoup de courage surtout. Et bonne journée. Merci à vous, Monsieur le Père Noël. Votre téléphone sonne, c'est votre fan club qui vous appelle déjà. Mesdames, Maguette Diop, nous avons entendu tout ce qui a été dit. Alors, comment se positionne-t-on dans ce flot de points de vue? Donc, moi, personnellement, normal, quoi. Je suis très bien en Afrique, comme je suis aussi très bien en France. Oui. Donc, je suis française d'origine sénégalaise. Je peux vivre en Afrique comme en France, quoi. Et puis, tous ces problèmes, tout ce qu'ils disent, toutes les différences, tout ça, moi, je ne vois rien, quoi. Donc, voilà, quoi. Vous vous adaptez, vous êtes un caméléon. Donc, moi, je m'adapte en fait à la situation. Ouais. Quand je suis en Afrique, je m'adapte. Quand je suis en Europe, je m'adapte. Quand vous êtes en Afrique, est-ce que vous dites je suis franco-sénégalaise ou est-ce que vous dites je suis sénégalaise et vous ramenez pas trop votre ruban rouge? Non, mais je suis pas trop chichi en fait. Donc, je viens, je vis ce qu'il y a là-bas. Et puis voilà, quoi. J'essaie en fait d'évoluer avec les gens qui veulent évoluer. Parce qu'aussi, dire que l'avenir se trouve en Afrique, c'est une chose. Mais les Africains, ils ne pensent pas forcément comme nous. Parce que la majeure partie des Africains, ils ne travaillent pas, ou ils ne sont pas motivés, ou sont... Voilà, quoi, ils n'ont pas vraiment la mentalité des Africains d'origine... Enfin, des Français ou des Français d'origine africaine, quoi. C'est-à-dire que, voilà... Alors, sur l'aspect, Ousmane, sur le clivage homme-femme, est-ce que vous avez le sentiment de vivre cela de manière identique que tout ce qui a été décrit, quand il faut partir, quand on veut partir, quand on veut se réaliser, s'épanouir et tout cela, est-ce que c'est aussi confortable quand on est un homme que quand on est une femme, mesdames? Je ne suis pas sûre que ce soit aussi confortable quand on est une femme que quand on est un homme. En Afrique, l'esprit d'aventure, c'est plus pour l'homme que pour la femme, on va dire. Voilà. C'est mieux accepté pour les hommes. C'est mieux accepté pour les hommes que pour les femmes, surtout sur des postes à responsabilité, je pense. Voilà. Quitter le continent africain pour les femmes, pour la plupart, elles l'ont fait parce qu'elles ont suivi leur mari ou voilà. Maintenant, de plus en plus, il y a des femmes qui l'ont quitté parce qu'elles ont voulu. Elles étaient sûrement même des femmes entrepreneuses en Afrique. Et parce qu'elles se disent qu'elles auront peut-être plus de chance en venant en Occident, elles font le voyage de l'autre côté. Maintenant, au niveau de... Pas de la chance, parce que chacun a sa chance, mais au niveau de la perception, ça sera toujours plus accepté pour l'homme que pour la femme. Et il y aura toujours plus d'obstacles pour la femme que pour l'homme. Dans votre métier de conseillère à l'emploi, alors qu'avez-vous remarqué? Est-ce que les opportunités sont les mêmes? Et si les opportunités sont les mêmes, sont-elles exploitées de la même manière selon qu'on est un homme ou une femme d'ailleurs? De toutes les manières, sur le marché du travail, c'est clair, ça c'est n'importe où pareil, il y aura toujours plus de chances pour l'homme que pour la femme. Et pourquoi donc? La femme est toujours obligée de se battre plus pour faire sa place et de montrer plus de preuves qu'un homme. C'est pareil au niveau des salaires, c'est pareil au niveau de recherche à un emploi. Mais vous, en tant que conseillère à l'emploi, qu'est-ce que vous avez devant vous? Des CV ou des individus d'ailleurs? J'ai des individus, avant tout. Des individus. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une madame à côté de vous? Imaginez qu'elle vienne vous voir et qu'elle ait des projets et tout cela. Qu'est-ce que vous lui diriez, sachant vous, par ailleurs, que vous avez constaté qu'il faudra qu'elle se batte plus? Qu'est-ce que vous seriez porté à lui dire? Je vais essayer de lui apporter tous les outils. On aimerait bien savoir lesquels. Lesquels? Les outils pour une personne qui viendrait me voir et qui me parlerait de son souhait de création d'entreprise, on peut lui proposer une prestation pour l'aider justement dans la création de cette entreprise et mettre toutes les chances de son côté, lui parler des aides qui existent au niveau de la région, au niveau du département. Pardonnez-moi de vous interrompre, ce que vous proposez là est identique que ce soit un homme ou une femme. C'est identique que ce soit un homme ou une femme, mais après, il y a des dispositifs spécifiques qui peuvent plus aider les femmes. On va revenir dessus tout à l'heure. Nous prenons monsieur à Paris, bonjour. Bonjour, oui, je suis monsieur Collet. Oui, monsieur Collet. Collet, je toujours, monsieur Collet. Oui, monsieur Collet. Le monsieur qui vous parlait un jour de la polygamie, là.
Ah, c'est vous. Oui. Alors, Vous avez voulu me rappeler un jour pour que je réagisse avec aussi les antennes. Bon, c'est pas grave, mais j'ai une question à poser sur les créateurs d'entreprise ou la dame, la jeune fille qui est sur le plateau avec vous. Qu'est-ce que dit la conseillère? Ouais. Il y a un souci. Moi, je suis chef d'entreprise. oui. On nous dit d'entreprendre. Quand on entreprend, on n'a que des difficultés en face, surtout les Africains en Europe. Nous n'avons pas de lobbying financier. Regardez aujourd'hui les Chinois qui arrivent ici, ils ont un lobbying financier. Le lobbying financier, c'est quoi? Et quand ils arrivent ici, qu'on appelle la diaspora, unis, et cette diaspora se met ensemble et puis crée un moyen de financement, un système de financement. Et que nous, les Africains, nous refusons de se mettre ensemble. On est toujours divisés. On va beau conseiller quelqu'un qui n'a pas un fonds de roulement, il se met en entreprise, il part avec l'échec. Parce qu'aucune banque aujourd'hui en Europe, en France, n'accompagne les entrepreneurs qui n'ont pas les fonds de roulement. Alors, nous les Africains, qu'est-ce qu'on doit faire? On crée le lobby financier, admettons qu'on a 100 personnes quand ils se mettent ensemble. Et que chacun de nous donne 5 000 euros, ça va de 500 000 euros. Ça, c'est la tontine, ça. Hein? Oui, on crée les moyens de financement qui peut être ce qu'on appelle fonds de garantie à la caisse de dépôt et consignation. Mais nous, les Africains, on n'est pas prêts à se mettre ensemble pour créer quelque chose. Donc, le conseil qu'on donne, c'est un conseil déjà qui est l'échec avant le début, avant de commencer. Donc, moi, je pose la question. Oui. Quel lobby qu'elle a aujourd'hui sous la main qui peut aider les entrepreneurs africains qui n'ont pas un fonds de roulement, qui n'ont pas de garantie pour entreprendre? Merci, on a compris votre question. Alors, est-ce que ça participe de vos prérogatives en tant que conseillère à l'emploi, d'une part, et cela étant qu'auriez-vous à répondre à monsieur, d'ailleurs? Enfin, non, pas du tout. Ça ne rentre pas dans mes prérogatives. Nous, on met en œuvre tout ce qui existe au niveau de l'État, du département, au niveau local aussi, c'est-à-dire par les mairies, ainsi de suite. Après, je ne m'occupe pas spécifiquement des Africains. Car vous êtes conseillère à l'emploi, voilà, donc, je m'occupe pour le tout venant, en tout cas. Je m'occupe de tout le monde. Maintenant, sa question, je pense qu'elle est légitime, parce que quand on regarde dans la diversité des populations qui existent en Île-de-France et en France, il est vrai que, par exemple, un Chinois ou alors un Bangladesh, parce que je suppose que vous avez tous vu, il y a pas mal de magasins qui s'ouvrent un peu partout. Et on les voit bien, que ce que nous mangeons n'est pas vendu par nous, les Africains, pour aller faire un voilà, c'était ce que je voulais dire. Et donc, du coup, je pense qu'ils doivent avoir un système d'entraide particulier. Voilà. Qui n'aura pas été initié par, on va dire, une personne extérieure, parce que la question que monsieur vous posez, il appelle de tous ses voeux la création d'un lobby, mais est-ce que c'est du ressort de chacun? Est-ce que c'est une institution qui doit le faire? C'est du ressort d'un lobby africain. Alors, Maguette Dione, vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que cela vous parle? Il dit aucune banque ne va donner des fonds. Vous avez créé votre entreprise. Avez-vous été confronté à cet aspect? Comment vous êtes-vous organisé de ce point de vue-là? Alors, tout d'abord, pour commencer, en fait, dès que j'avais le projet, je suis partie voir ma banque, tout ça, je lui en ai parlé, mais ma banque, en fait, ne voulait même pas financer mon projet. Donc ça, c'est un problème majeur. Donc après ça, je suis partie voir un ami qui m'a beaucoup aidé, qui m'a soutenu, qui m'a aidé à faire les démarches, qui m'a encouragée dans ce domaine-là. Et il y avait aussi mes proches qui n'arrêtaient pas de me pousser. Voilà, quoi. Je m'en suis sortie comme ça. Donc, ouais. Nous partons en Côte d'Ivoire. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur, bonjour. Oui, c'est M. Mohamed Rafiou, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je voudrais intervenir sur le thème du jour. Oui. En fait, je pense que du point de vue de la question en Afrique, l'Afrique a un grand problème de formation en matière entrepreneuriale. Jusqu'aujourd'hui, les jeunes étudiants, les jeunes élèves qui vont à l'école sont toujours formés dans la perspective du fonctionnariat, du salariat. Et aujourd'hui, face à la situation, les circonstances dans lesquelles le continent se trouve aujourd'hui, on constate que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emploi. Et jusqu'aujourd'hui, nos politiques gouvernementales s'appuient toujours sur le financement extérieur. On a toujours l'impression que le financement pour créer les entreprises doit venir du Nord.
Alors que si, dans nos politiques locales, nous incluons dans l'esprit des jeunes à l'école de la culture d'entreprise, vous allez voir que l'Africain sera formé immédiatement à cette perception de l'entreprise. Et en plus, après, les politiques pourront réfléchir à mettre en place des mécanismes de financement pour accompagner ces entrepreneurs qui sortent des écoles. Merci. Voilà. Merci, monsieur. Alors, messieurs, j'aimerais bien que vous réagissiez à tout ce que vous avez entendu, notamment sur un aspect auquel vous n'allez pas vous soustraire, c'est celui du genre. On est un homme, on est une femme. Est-ce qu'on peut se lancer à l'aventure avec la même aisance Non, pas du tout la même aisance. Je dirais pas du tout la même aisance dans le sens où je parle surtout pour les femmes sans diplôme. Oui. Mais pour certaines qui ont des diplômes, je pense que c'est le même niveau, parce que quand elles arrivent ici ou quand elles repartent en Afrique, elles ne sont pas vues de la même façon. Je vous dirais que, contrairement, ici, certes, en Afrique, on dira qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. Mais on sait qu'en Afrique, les femmes ont très souvent plus facilement de travail que les hommes. Pourquoi donc ? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Il y a bien une explication tout de même. L'explication tout bête, c'est la femme, elle est tout de suite, on fait confiance à une femme, surtout du côté de l'emploi, comparé à un homme. Est-ce que c'est vrai, madame la conseillère de l'emploi? Non, moi je ne parle pas d'ici, hein, je parle de Très bien, vous avez raison de voilà, préciser. Je parle d'Afrique. Oui. C'est-à-dire que mettre une femme en tant que comptable, comparé à un homme, on mettra, enfin, entre les deux, on mettra la femme. Voilà, en premier lieu. Ça, c'est un peu la mentalité en général en Afrique. Est-ce que c'est fondé, à votre avis? Pour moi, ce n'est pas fondé, mais personnellement, quand même, oui. Donc, c'est fondé. Non, mais c'est fondé à mon avis. Hein. Oui. Après, je ne généralise pas. Votre avis est bien assez. Personnes, oui. Voilà. Parce que généralement, les femmes, déjà chez nous, c'est elles qui gèrent le foyer. Donc, on en a déjà parlé ici. Elles gèrent, mais elles ne tiennent pas forcément les cordons de la bourse. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, elle est plus ou moins la mieux placée pour vraiment arriver à contrôler et bien gérer une comptabilité comparée aux hommes où on sait que, bon, voilà, il y a très souvent la manque de confiance, ainsi de suite. Et puis bon... Alors, j'étends ça dans le cosmos comme ça. Messieurs, vous êtes d'accord que c'est madame qui gère votre argent? Dites-nous tout. Je voudrais bien que vous réagissiez à cela. Vous qui avez fait l'aller, le retour, vous êtes mariés. Est-ce que vous imaginez, vous, un jour, que votre épouse vous dise « Bon, mais pendant 6 mois, je vais aller voir au pôle Nord si ça va très bien là-bas parce qu'il y a des perspectives ». Que dirait l'époux que vous êtes? Je l'entends très bien, mais j'entends aussi dans la question les considérations sociales ou tout ce qu'on a en background quand on réfléchit à ce genre de questions. Bien évidemment, ma femme ne va pas se lever comme ça un jour pour dire « Oh, ben tiens, j'ai envie d'aller essayer de voir si l'Asie fonctionne mieux que ce que je vis ici. » Pourtant, vous l'avez fait. Et pourtant, je l'ai fait. Et c'est ce que j'ai eu à dire, c'est ce qu'on a dans les discussions de salon. C'est culturel. Après, le fait qu'on ait eu une éducation et qu'on ait vu des choses dans tout ce qu'on a vécu ici en Occident, et même pour certains en Afrique, parce qu'il faut arrêter, ils ont aussi ce type de réflexion. Je serais ouvert à ce que ma femme, si elle a une meilleure opportunité professionnelle que moi, qu'elle aille à l'étranger. Ma sœur, actuellement, est en Guinée, alors que son compagnon est ici en Europe. Et c'est pas une question. Vous savez, quand ça se gère dans le foyer des autres, on est toujours très... Non, j'entends, je le répète, si ma femme a une opportunité de travail, et comme on l'entend, une opportunité, ce qui offre des perspectives, génère des richesses. Si j'entends bien, il faut qu'il y ait une garantie au bout. Alors que dans votre cas, ma foi, on va essayer, on verra bien. je le répète encore. La garantie, je pense que c'est plus simple. De ce que moi j'ai vécu. Il y a cette espèce de notion de sacrifice, d'abnégation. On est un peu dans l'image où c'est l'homme qui part et qui ramène... je sais pas moi, le mammouth à la maison pendant que madame le cuisine. Mais je veux pas me défaire de ce qui existe autour. Maintenant, on réfléchit, on fait des calculs. Et avec tout ce qu'on a appris, on essaie de poser les choses. Et aujourd'hui, je me sentirais plus à l'aise de partir à l'étranger, sachant que ma femme est garant de mon foyer, des valeurs que j'ai envie de transmettre à mon fils, que le contraire. Parce que je suis peut-être un peu moins assidu, un peu moins rigoureux, un peu moins pointilleux, je sais pas. C'est l'heure de la confession dans les divorces. Je me confesse pas, mais j'essaie d'anticiper tout ce que vous pourriez me tacler. Alors, du tout. Alors, tout de même, oui. Et moi, je vais revenir, en fait, tout à l'heure, on parlait de femmes entrepreneurs. Oui, et aussi on en a sur le plateau. Voilà. En Afrique, il y a quand même pas mal de femmes entrepreneurs. Il y en a pas mal. Et il y a pas mal d'entrepreneurs en général. Ces entrepreneurs-là, ce n'est pas des gens qui
peut-être certains ont fait des études en Europe, ont réussi à construire au pays, ou d'autres ont monté leur entreprise sur place et ont réussi, malgré, comme on disait, l'anarchie, l'informel, tout le reste, à pouvoir vraiment poser des choses et au contraire même embaucher des Européens qui ont des formations d'ingénierie à travailler en Afrique, dans leur entreprise. Donc, quelque part, je me dis quand même que ça existe déjà. Maintenant, la difficulté de se dire, est-ce que je repars construire en Afrique après avoir fait 20 ans en Europe ou 40 ans en Europe? Attention, il faudrait garder certains liens. Quand on garde certains liens, on peut se permettre ça. On met les pieds. Voilà, on peut se permettre ça et on ne repart pas construire tout seul. Il faut le faire en partenariat. Vous êtes bien, vous, venu sans lien du tout et on voit bien que vous avez réussi. Mais moi, je travaille en partenariat toujours avec les Burkinabés et les Africains. J'ai des amis en Côte d'Ivoire, au Mali, au Ghana. Et donc, quand il y a un projet que je dois mettre en place et qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un sur le continent, je sais à qui j'ai affaire, je sais à quelle porte taper. Donc, c'est important, ça. Parole aux dames. Alors, comment dirais-je, je vais y arriver, hein, je perds un peu mon banc tout de temps en temps avant la fin de l'année. Dans ce qui se profile, donc, auriez-vous envie de pouvoir aller, comme on dit, vous chercher là où vous sentiriez que le vent soufflerait en votre faveur? Est-ce que ce serait facile de mettre en pratique? Est-ce qu'il faudrait gérer les dommages collatéraux? Je pense Il y a un mari sur le plateau qui n'arrête pas de rire, on peut se demander pourquoi. Non, je pense que c'est possible. Après, comme je l'ai dit, moi, c'est mon tempérament. Hein. Oui. Je vais toujours d'abord regarder les garanties et la sécurité. Alors, c'est quoi les garanties pour vous aujourd'hui en Europe? Moi, c'est être sûr que ce sera un emploi qui va me garantir mes revenus, qui va me permettre d'élever mon enfant, qui va nous permettre de vivre par rapport à la famille. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un emploi qui me garantit tout ça. Et en plus de me garantir tout ça, j'ai aussi des perspectives d'évolution. Donc, il faut penser à tout ça. Il faut se projeter dans l'avenir. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est propre aux femmes que d'appréhender les choses de cette manière? Je pense qu'une femme, elle aura plus tendance à penser à tous ces paramètres-là qu'un homme. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Oui, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont d'autres paramètres dans la tête et nous, on en a d'autres. Voilà, tout simplement. Et je pense que moi, dans mon couple, je sais que c'est moi qui ai plus les pieds sur terre, on va dire. D'accord, j'espère que votre mari sera content d'entendre cela. Maguette Dione, voilà autant de choses qui se disent. Quand on entend qu'on peut aller en Afrique s'installer, se poser, trouver ses marques, et qu'on sait qu'en Afrique, on ne pense qu'à une chose, pardonnez-moi, qu'on pense souvent à partir de l'Afrique, quel regard portez-vous sur cela? Où se trouve le bonheur finalement? Alors, les frites sont toujours plus croustillantes ailleurs? Personnellement, j'aimerais bien retourner au Sénégal, aller vivre là-bas. Déjà, ça va être peut-être dans une année. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive justement? Juste parce que j'aime mon pays d'origine. Oui. Et puis, j'ai vu aussi que j'avais des amis qui étaient vraiment très motivés, qui sont prêts à travailler, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers qu'il faut. Et donc, vous allez venir avec votre valise d'argent? Pas valise d'argent, mais quand même, je vais faire de mon mieux. J'espère juste que mon entreprise va marcher et que je vais partir avec des bagages, beaucoup de bagages, histoire de les aider pour qu'elles aussi ou eux puissent aussi réaliser leurs rêves et pourquoi pas quitter le Sénégal pour aller voir ailleurs ou quitter l'Afrique pour aller découvrir l'Europe ou l'Amérique. On va regarder vos photos et vous nous direz, est-ce que vous pensez que vous comprenez que d'aucunes notamment puissent avoir ce que vous appelez un rêve, rien qu'en voyant ce que vous faites vous dans votre métier de mannequin justement? En fait, je pense plutôt que la majeure partie se décourage très vite. Ouais. Parce que au fur et à mesure de se battre, ils ne trouvent pas en fait de porte de secours. Donc au fur et à mesure, c'est laisser aller quoi. Pour moi, c'est ça. La question financière, elle compte pour une femme, pour un homme. Il faut pouvoir se gérer soi-même et puis gagner sa vie pour soi-même, mais aussi pour ses enfants. Et je n'ose pas dire son mari, parce qu'on dit que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Que pensez-vous? Qui doit gérer l'autre? Les deux, hein. Les deux, pour moi, faut juste s'entraider, vu que
vu qu'on est en moment de crise, le monde n'est pas trop évident, il y a la parité, il y a tout ce que vous voulez, donc il faut juste s'entraider, essayer de tenir les deux bouts, et puis rester sur terre, et puis essayer de vivre ensemble, quoi. Pensez-vous que votre métier de mannequin au Sénégal, vous puissiez l'exercer avec toute la marge de manœuvre que vous avez en France? Oui. Oui? Oui. Sauf que, les conditions, je suis pas trop d'accord avec les conditions qui sont là-bas. Et pourtant, vous voulez aller vous y installer? En tant que chef d'entreprise, mais pas en tant que mannequin, en fait. D'accord, donc c'est votre autre casquette, foulard pour être précise, que vous allez dégainer là-bas. Ouais. Commentaires, messieurs, sur ce que vous voyez, et ensuite nous passerons à la vidéo d'Ousmane Zaré. Alors? Moi, je vois effectivement, pour une fille ou pour un homme d'ailleurs, qui vit en Afrique et qui voit ces photos-là, bien sûr, ça donne envie de bouger de l'Afrique, de venir ici et de... Voilà. Seulement, on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'elle est arrivée à faire ça. Est-ce que, voilà, tout est question d'esprit, tout est question de pouvoir avoir un certain courage, comme elle disait. Il y a pas mal de personnes qui vont abandonner très tôt parce que ces personnes-là trouvent que c'est très dur de pouvoir arriver là où elle est aujourd'hui. La mère Noël. Maintenant, ce que moi je peux dire par rapport à ça, mon propre avis, c'est que tout ça, tout ce rêve-là, ces personnes-là peuvent les vivre en Afrique. Il n'y a pas forcément besoin de venir ici. Mais quand on est venu ici, on a bon dos que de dire cela. Vos commentaires avant que nous voyions la vidéo. Elle a du talent, a priori, les photos sont de qualité. C'est l'œil du professionnel. Les photos sont de qualité en tout cas, mais ça fait partie de mon métier aussi, oui. Le travail ne l'est-il pas? Vous êtes graphiste initialement. Alors, quand on est un graphiste, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ressortir justement sur les femmes? Un homme en photo, on montrerait les biscottos, je ne sais pas quoi, mais les femmes, on a forcément besoin d'accentuer sur la féminité, le déhanché que je vois, la chaloupée comme cela. Ouais. Elle viendrait toute droite dans la photo, ce serait moins joli? Carrément. Mais il y a du mouvement là dans la photo. Il y a du mouvement. Quand on est un peu artiste, il faut juste regarder la photo et se laisser évader. Il y a du mouvement, il y a de belles courbes. Est-ce que vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre face à la jeune génération qui se dit « je voudrais être belle, jolie comme elle, ne porter que du 32 et marcher en chaloupant » faut juste être bien comme on est en fait. Ouais. Il m'arrive d'avoir envie d'être grosse, donc même si ça peut choquer des gens. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Je sais pas, parce que j'aime bien avoir des rondeurs. Donc il m'arrive. Allez-y, vous allez nous faire pleurer. Bon, nous allons donc écraser une larme de chagrin. Vos commentaires, Madame Fatou Goufado? Mes commentaires. En fait, je voulais juste... on a parlé beaucoup de l'aspect des femmes. Voilà. Là, on est en France, on parle de l'emploi. Oui. Et je voulais quand même soulever... Donc, c'est vrai que il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Voilà. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens, voilà, qui sont issus de l'immigration, qui viennent me voir et qui me disent « mais de toutes les manières, je ne trouverai jamais d'emploi, on ne nous donne jamais notre chance, parce qu'on est noir ou on est arabe ». Et j'ai envie de dire que c'est faux, c'est complètement faux. Tant qu'on ne se bat pas pour ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. C'est une question d'état d'esprit? C'est une question d'état d'esprit. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Si j'en vois tous les jours, en fait. Et je leur dis, moi, j'ai mon exemple. Mais ils vous disent que vous êtes une exception, peut-être? Oui, mais je suis pas une exception. Sauf que je ne suis pas une exception. C'est pas vrai. Et si on ne prend pas notre place... si on ne prend pas notre place, parce qu'on a, on a notre place, on est aussi dans notre pays, si on ne prend pas notre place, on ne nous la donnera pas. Est-ce que vous ressentez qu'à chaque fois, les femmes ont quelque part finalement besoin de s'installer à leur compte, un peu comme dans ce que nous décrit Maguette sur le plateau? Monsieur disait, il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise en Afrique, c'est vrai, mais en général, c'est à leur compte pour concilier la vie de femme parfois et la volonté de s'épanouir professionnellement. Oui, c'est pour concilier la vie de femme ou pour prendre ce qu'on n'a pas pu prendre de l'autre côté. Voilà, parce que... C'est une chance finalement ou est-ce que c'est par défaut? Quelquefois, je pense que c'est par défaut qu'il y a des femmes qui sont devenues entrepreneuses parce qu'elles n'ont pas pu évoluer comme elles le voulaient dans une vie professionnelle salariée. Vous préférez être un homme ou une femme? Je pense que... Pour ma part, je trouve que c'est difficile d'être une femme.
Je suis fier d'être un homme. Je suis assez content. Je trouve que j'ai de la chance. Bon, de là où je viens, c'est votre titre, Ousmane Zaré. On va le regarder. Qu'est-ce qui vous inspire? Bah, cette chanson, c'est la reconnaissance de mon lieu de naissance, Ouais. mon pays d'origine, et aussi ma force. Parce que je pense que c'est surtout ça qui fait que j'arrive aussi à tenir. Ça fait de moi quelqu'un qui ne sera jamais dans la déprime. Donc, du coup, voilà, quand ça ne va pas, je fais un retour aux sources, voilà, et là, je récupère quand même quelque chose qui fait de moi ce que je suis et qui va toujours m'accompagner, bien que je sois ici ou que je sois aux États-Unis. Où que vous soyez, vous restez qui vous êtes, un homme intègre. Je reste qui je suis, un homme intègre et un homme qui, voilà, qui portera haut les valeurs de on va regarder cela en musique. De là où je viens, c'est Ousmane Zaré. Où est-ce qu'on peut trouver cette vidéo désormais? Un album? Un album pour bientôt. Oui. En fait, pour l'instant, il va sortir en téléchargement en Europe et aux États-Unis, Oui. et même en Afrique pour ceux qui ont cette possibilité-là. Et par la suite, physiquement, ça serait fin janvier. On regarde. À tout de suite. Life is gonna be all right. When I come from, you say that life is too hot. Si la vie est difficile, d'où que vous soyez, où que vous soyez,
les choses vont bien aller. Rendez-vous sur Internet pour commencer à bientôt télécharger cette vidéo d'Ousmane Zaré que nous recevons sur le plateau. Vos commentaires, mesdames? Très belle vidéo. Avec oui, des paroles. La chanson, super bien. Vous qui allez organiser un événement, on va donner la date avant de finir l'émission. C'est où, c'est quand? En fait, l'événement aura lieu au métro Galliani, ligne 3. Donc, pour les réservations, il faudra appeler au 06 37 23 90 17. On reprend, 06. 06 37 23 90 17. Bon, ils vont rouler sous le canapé. Vous savez, le stylo, il ne marche jamais au moment où on va écrire. Donc, on reprend une troisième fois pour les retardataires. On y va, 06. 06 37 23 90 17. 90 oui. 17. Et ça sera pour le 7 février 2014. 2014. Pourquoi faut-il que les gens vous appellent avant que de pouvoir venir à cet événement? Alors, il faudra m'appeler pour qu'on puisse, pour qu'on puisse prendre les réservations, parce que c'est sur réservation. Et notez bien, messieurs notamment, que c'est pour les réservations uniquement. On est bien d'accord, hein, tout bien, tout honneur. Uniquement, en plus, voilà, il y aura des trucs à faire avant de venir dans l'événement. Il y aura des choses à faire. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Combien faut-il payer? Vous leur direz au téléphone. Oui. Très bien. Est-ce qu'on pourrait voir Ousmane Zaré là-bas? J'ai entendu dire qu'il y aura de la musique. Est-ce que oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je lui en avais parlé, enfin, je voulais lui en parler tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment eu le temps. Maintenant que vous en avez parlé devant tout le monde, on sait qu'il sera là-bas. Rappelez donc la date. Oui, la date sera le 7 février 2014. 7 février 2014, vous pourrez donc vous entretenir avec Ousmane Zaré et puis Maguette Dione dans le cadre de cet événement où il y a donc un numéro de téléphone qu'il faut relever. Je voudrais vous demander votre avis sur ce que vous avez vu pour finir. Ah, excellent, excellent. Une belle rythmique et comme Fatou le disait, les paroles sont profondes. Merci. Ça touche un peu tout le monde. Vraiment belle ligne mélodique. Quels sont vos projets maintenant que vous êtes parti en Afrique, que vous êtes revenu vous installer en France, que voudriez-vous faire? Après négociation avec ma femme, donc, oui. Je vais y retourner. C'est fini. C'est dommage que ce soit fini parce que j'allais demander à votre épouse qui est sur le plateau ce qu'elle en pense. Mais vous nous direz en off, n'est-ce pas? Je suis pour la Je vous le dirai en off. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette émission. Rendez-vous dans notre programme de demain. Nous serons là. Ce sera le 31, mais nous serons là. Et je vous dis, portez-vous bien. Au revoir.